Ok. Voilà, donc il y a des gens qui me demandent de savoir quelle est la situation de la résistance en Asie. Donc, en ce qui me concerne, moi j'ai 13 centres de messe, 12 ou 13. Donc Osaka, Tokyo, Séoul, Nord-Mani, Sud-Mani, Iloilo, Maasin, Dagohoy, Singapour, Malaisie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc c'est à peu près tout. Donc 12 ou 13 différents centres de messe. Dans certains centres de messe, on a réussi à récupérer entièrement la chapelle. Notre plus gros centre de messe en ce moment est Maasin, où il y a une centaine de fidèles. Je pense que pour l'Asie, je dois avoir environ 400 fidèles si on rajoute toutes les autres personnes isolées qui font partie de la résistance, qui sont parfaitement d'accord avec la ligne de Monseigneur Williamson. Mon travail avec un prêtre serait un travail où on adopterait le même système qu'avec l'abbé Pfeiffer antérieurement, c'est-à-dire on se sépare pendant les week-ends pour couvrir les centres de messe et on se retrouve systématiquement pendant la semaine. Et avec l'établissement d'un prieuré, le problème que j'ai en ce moment, qui est le plus difficile pour moi, c'est que j'ai les Philippines, on a 3 candidats au séminaire. On en a un qui est déjà aux États-Unis, mais j'ai des difficultés pour acheminer les 2 autres candidats aux États-Unis. Donc je serai éventuellement obligé de les former sur le tas. C'est-à-dire de ressortir mes cours du séminaire et de les former sur le tas. Donc, je ne sais pas pour le moment ce qu'en pense Monseigneur Williamson. Sinon, on est pour le moment dans la résistance ouverte. J'ai l'abbé Narihai qui est à Tokyo, et l'abbé Narihai a accepté maintenant d'aller régulièrement à Osaka. Donc il est déjà allé à Osaka 2 ou 3 fois. Donc il couvre le tout petit groupe qu'on a à Osaka. On a une douzaine de fidèles à tout casser. Et il a aussi une petite chapelle minuscule à Tokyo. Donc ça m'aide, ça me permet de ne pas retourner au Japon tous les mois. Donc ce que j'ai fait un circuit de messe où je couvre à peu près toutes les destinations en un mois. On a des appels, les fidèles nous lancent des appels au secours de l'Inde et de l'Australie. Donc nous allons avoir besoin de couvrir ces endroits-là. Donc dès maintenant, il y a une résistance organisée en Asie, avec un bon nombre de fidèles, je pense. Donc c'est très encourageant. Et puis financièrement, je n'ai pas besoin d'aide de l'étranger. L'entité subsiste facilement financièrement. Donc si vous souhaitez m'aider, priez simplement pour moi et aidez les prêtres de la résistance en France. Mais si un prêtre français voulait se joindre à moi, ce serait tout à fait possible, même s'il a des difficultés en anglais. L'anglais n'est pas un obstacle rédhibitoire. Mais on serait assez occupé, parce que dès le départ, je me retrouve avec beaucoup de centres de messe. Et je n'ai pas mentionné dans la liste certains villages qui ont fait appel à nous. Par exemple, on a le petit village de Santa Cruz, dans les montagnes, derrière Maasin, où quand j'ai dit la messe, il y avait 22 fidèles. Et on a aussi un village qui s'appelle Indang, dont on a besoin de s'occuper. Donc il y a des avenues missionnaires qui s'ouvrent dès maintenant, c'est-à-dire des fidèles qui passent carrément, un peu comme au Brésil, c'est ce qui se passe beaucoup au Brésil en ce moment, ils passent carrément de l'église progressiste à la résistance, sans faire les intermédiaires. Donc c'est assez aussi encourageant. De même que les 2 séminaristes que j'ai réussi à récupérer aux Philippines viennent de la paroisse sédévacantiste, de l'abbé Soliman. Donc ce n'est pas des séminaristes que j'ai repêchés dans la fraternité Saint-Pédis officielle. Je les ai repêchés des cercles sédévacantistes en m'assurant qu'ils n'étaient plus sédévacantistes. Quoi d'autre encore? Donc on n'a pas encore établi un bulletin. Ce que je fais de façon régulière pour les fidèles d'Asie et puis pour les fidèles du monde anglophone, je mets mes sermons sur les sites américains et sur les sites asiatiques, ce qui permet aux gens de suivre un petit peu l'évolution des choses
ou bien d'avoir quelques sermons, puisqu'ils n'ont pas la messe tous les dimanches. La plupart des centres de messe dont je m'occupe, de toute façon, avant la crise de mai 2012, n'avaient pas la messe tous les dimanches. Donc la plupart des centres de messe n'avaient pas la messe tous les dimanches. L'abbé Couture a contre-attaqué, les confrères ont contre-attaqué, ils ont essayé de reprendre la mission de Dagohoy et ça a échoué à cause de l'homme fort du village qui a la tête bien en place. De même, il y a eu une contre-offensive en cours, je pense, pour Massine, et ça n'a pas l'air de marcher à cause des faiblesses préexistantes. Et puis la Corée du Sud, la mission de la fraternité a été carrément divisée en deux, avec deux chapelles des deux côtés. Au Japon, j'ai juste mon point d'appui, c'est Tokyo et Osaka, et on a surtout les familles avec enfants, donc une certaine garantie d'avenir. On a un groupe à la fois en Malaisie et à Singapour. Ces deux groupes-là sont assez restreints. C'est vraiment aux Philippines où on a déjà maintenant une certaine masse numérique et énormément de travail à faire. Donc j'essaye de m'assurer que je prends bien toutes mes heures de sommeil et que je respecte bien tous les temps de prière. Et je pense qu'on devrait arriver à établir un prieuré cette année, au moins pour moi-même et pour les deux séminaristes. Et j'espère que j'arriverai à les envoyer aux États-Unis. En attendant, eh bien, on aura une base. Je pense au départ, ce serait à Masin parce qu'on a beaucoup de fidèles. Et puis Masin est assez proche de Cebu, Tagbilaran, Dagohoy, c'est-à-dire tous les groupes d'îles au centre des Philippines, qui est vraiment le nœud de l'archipel. Mais partout ailleurs, en Asie, on a aussi des contacts, c'est-à-dire on a des fidèles qui s'inquiètent du changement dans la fraternité Saint-Pédis. Donc on a aussi pas mal d'ouverture un peu partout ailleurs. Et pour ce qui est la situation dans le reste du monde, rapidement, bon, on a autour de 20 prêtres de la résistance maintenant en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, il y en a une dizaine. Et là où nous sommes les plus forts dans le monde, c'est au Brésil. Peut-être est-ce la réalisation de la prophétie de Fatima. Au Portugal gardera toujours le dogme de la foi. L'abbé Pfeiffer confirme, l'abbé Chuco confirme que beaucoup de Brésiliens ont gardé la foi et passent très facilement de l'église progressiste à la résistance, qui est menée par Don Thomas d'Aquin et son monastère de 12 moines, et Don Jair qui a aussi 12 moines. Donc il y a un total de 6 prêtres de la résistance, rien qu'au Brésil. Donc la résistance en Amérique du Sud est assez forte, même si les prêtres sud-américains côté espagnol ont du mal à s'organiser parce que ce sont des pays très pauvres et très difficiles de redémarrer à zéro sur le plan temporel. En Amérique du Nord, les derniers cas en date, c'est le cas de l'abbé Dardis, qui a co-signé la déclaration de Don Thomas d'Aquin, la déclaration des prêtres du Brésil. Du coup, l'abbé Rostand lui interdit de célébrer la messe en public. Et on a le cas aussi d'autres prêtres qui récemment ont décidé de prendre position ouverte, ou bien de donner un ultimatum, une date butoir, avant de passer à l'action publique. Donc, la résistance est surtout forte dans les Amériques. Elle reste malgré tout un état embryonnaire en Europe, même s'il y a des prêtres qui désormais parlent en public et qui finiront par se faire guillotiner. Et je pense que j'ai beaucoup de travail à faire en Asie et surtout ce qui m'inquiète, du moins ce qui m'accable le plus, c'est le fait que j'ai du mal à envoyer mes candidats au sacerdoce aux États-Unis. Espérons que la Sainte Vierge fasse quelque chose, à moins que ce soit le signe de la Providence, qu'il faille former les prêtres philippins et asiatiques sur place, dans des conditions locales, ce qui permettrait peut-être de mieux les former au sacerdoce et à la pauvreté sacerdotale. Donc voilà pour la situation en ce moment en Asie. Sinon je suis en bonne santé, et puis les fidèles
même si bon, j'ai 400 fidèles, ce n'est qu'une fraction de ce qu'était le district d'Asie. 400 fidèles pour le côté d'Extrême-Orient, c'est juste le départ, c'est un nombre de départ. Et ce sont des fidèles qui sont très motivés et qui me soutiennent vraiment beaucoup. Et donc, vraiment, je pense qu'ils s'occupent très gentiment et très bien de moi. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à mon sujet. Et puis, je ne suis pas complètement isolé. Je pense que la résistance devrait s'accroître dans les années qui vont suivre. Parce que les Asiatiques ne sont pas bêtes. Donc, ils sont tout autant capables de suivre la situation que les Occidentaux. En particulier les Asiatiques en Malaisie ou bien en Inde. Non, partout, je pense que les fidèles ont le don d'intelligence, le don du Saint-Esprit, et partout ils sont capables de faire la part des choses et de voir l'évolution de la fraternité. Dans certains centres, je dis bien aux fidèles que la fraternité n'a pas signé. Donc ils peuvent toujours utiliser les sacrements, voire même la prédication des bons prêtres qui subsistent dans la fraternité officielle. Mais dans d'autres centres, donc je suis obligé de prendre une action plus ferme, parce que certains prêtres sont envoyés et disent aux fidèles que nous sommes des schismatiques ou que nous sommes des sédévacantistes. Donc comme ils répandent des calomnies, des mensonges, et comme il s'agit de villageois assez influençables, donc dans l'état présent, j'étais obligé localement de couper complètement le cordon ombilical entre ces fidèles et la fraternité officielle. Mais en général, ce n'est pas la politique que je suis. Le cas de la Corée, c'est un cas spécial parce que les Coréens sont des combattants, donc ils ne font pas dans la demi-mesure. Donc la poire a été complètement coupée en deux en Corée. Donc il n'y a plus aucune relation entre les fidèles de l'abbaye Onoda et mes propres fidèles en Corée. Et pour ce qui est de la Légion de Marie, eh bien j'ai commencé à disjoindre certaines cellules de la Légion de Marie, officielle, parce qu'elle est utilisée comme un instrument pour combattre la position de Monseigneur Lefebvre, ce qui n'est pas vraiment ce que désire la Sainte Vierge. De même que certains fidèles ne rejoignent pas la résistance parce que leurs enfants sont dans les écoles de la fraternité, ou bien certains fidèles ont un lien très personnel avec l'abbé Couture, Monseigneur Fellé, l'abbé Fugger, l'abbé Nelly, que je peux comprendre dans une certaine mesure. Donc certains fidèles sont retenus par des attaches personnelles, mais bon, inutile de leur jeter la pierre pour le moment. Mais je vois que partout, dans toutes les entités de l'Asie, en tout endroit dans l'Asie, il y a un groupe viable. Ce qui confirme le fait que la résistance a le soutien de la Providence. C'est-à-dire, on n'est plus un embryon, on est un fœtus, c'est-à-dire on a tous les organes de base. Surtout au mois de septembre, avec l'ouverture du séminaire aux États-Unis, et peut-être avec le fait que je sois forcé de donner des cours au prieuré de Marcine, on a affaire à un petit bébé minuscule, mais qui est pourvu de tous les organes, y compris un évêque. Donc les choses, à mon avis, vont s'améliorer massivement quand Monseigneur Williamson va consacrer un évêque, ou plusieurs évêques, nous l'espérons. Et puis quand les prêtres vont continuer à rejoindre la résistance. Donc on a toujours, en ce mois de février, fin février 2013, on a toujours de nouveaux prêtres qui rejoignent la résistance, de telle sorte qu'on est véritablement entre les 40 et 50 prêtres de la résistance. L'abbé Sellier, dans son interview à la Croix au mois de juin, je pense que vous pouvez la retrouver en utilisant Google, l'abbé Sellier disait: si Monseigneur Fellé signe, il perdrait environ une cinquantaine de prêtres. Ce qui nous réjouit, c'est de voir que 50 prêtres, presque 50 prêtres, on n'y est pas encore, je pense, à ce nombre-là, mais on s'achemine vers un nombre de 50 prêtres qui sont sortis de la nouvelle doctrine de la fraternité avant même qu'un accord désastreux soit conclu avec la Rome actuelle. Je pense que c'est un signe très encourageant, de telle sorte que
si, à d'une plaise, Monseigneur Fellé accepte une reconnaissance canonique de l'Église progressiste, de la part de l'Église progressiste à notre égard, eh bien si Monseigneur Fellé accepte ça, on a déjà vraiment un bateau, un navire qui est prêt à accueillir, à transborder les prêtres et les fidèles qui souhaitent continuer le combat de Monseigneur Lefebvre. Voilà.